a différents éléments clés pour s'assurer que ce groupe, en fait, la mayonnaise elle prenne. Le premier, c'est d'avoir un objectif commun. C'est-à-dire que dans un groupe, il faut qu'il y ait cet objectif et cette même intention. Et ça, c'est pour n'importe quel mouvement que tu crées, des mouvements à l'échelle de groupes d'entrepreneurs comme ça, comme des mouvements mondiaux, tu vois. Il y a une espèce de sommet que tout le monde souhaite atteindre et nous, on communique dessus notamment avec le 67, passer de 6 chiffres à 7 chiffres dans 67, tu vois, c'est vraiment la tagline. Et derrière, c'est de se dire, je vais mettre des personnes qui se ressemblent énormément en termes de valeurs. De se dire, est-ce que cette personne va vraiment kiffer être dans ce groupe et inversement, est-ce que le groupe va vraiment absorber cette personne et va kiffer l'avoir dans le groupe? Seulement 20% de nos actions mènent à 80% de nos résultats. Je suis Gérald Faure, business advisor et investisseur. Chaque semaine dans ce podcast, j'accueille des personnalités aux résultats hors du commun. À travers ces interviews, je recherche les plus gros effets de levier qu'ils ont pu appliquer à leur business et à leur carrière. Que ce soit sur un plan personnel ou sur un plan professionnel, nos invités reviennent sur les raccourcis qu'ils ont pris pour scaler leur vie. Et je suis sûr que vous allez adorer. Aujourd'hui, j'ai l'impression de recevoir un peu le professeur dans la Casa de Papel. C'est mon professeur, celui qui m'accompagne tout au long de l'année à me développer. Comment ça va, Romain ? Ça va. Enfin, on enregistre ce podcast avec la série La Casa de Papel qui est en train de sortir sur Netflix. Tu sais que t'es pas le premier à me l'avoir fait. Ah bah tu vois, c'est ça. Alors, t'as des points communs ou pas ? Ce petit côté un peu terré dans ta grotte et à diriger, à avoir des coups d'avance, etc. Ça te ressemble un peu ça ou Un petit peu, ouais, un petit peu. Sauf que je suis pas dans une grotte, je suis dans un cockpit, tu vois. Ici, ça se voit pas forcément, mais et ouais, j'aime bien la stratégie. J'aime beaucoup aussi anticiper les choses. Okay. On m'appelle des fois Monsieur Structure, donc. Ouais. Justement, est-ce que tu peux te présenter, expliquer un peu pour ceux qui ne te connaissent pas ce que tu fais et comment on se connaît, parce que on va pas faire semblant de pas se connaître, on se connaît quand même pas mal. Ouais, on a la chance de pouvoir se voir quasiment tous les 3 mois en in real life, dans la vraie vie. Et puis sinon, on interagit pas mal j'ai la chance de t'avoir comme membre dans le mastermind et puis en fait voilà, qu'est-ce que l'on fait j'ai depuis 2016, moi, si tu veux, j'ai l'immense privilège de travailler avec des entrepreneurs de la formation en ligne, ce qu'on pourrait appeler l'infoprenariat. Donc on travaille avec des entrepreneurs qui ont un savoir-faire, qui ont une expertise et qui packagent cette expertise sous format de formation en ligne, de coaching, de communauté. Et nous, notre rôle en fait dans cet écosystème-là qui est une industrie qui est vraiment géniale, c'est d'organiser, de fédérer cette communauté, d'apporter la structure pour permettre à ces business de se professionnaliser. Et c'est pour ça qu'on est connu, tout au moins les gens viennent chercher notre structure et puis notre communauté qui est vraiment géniale. C'est top. Et du coup, comment tu as commencé le mastermind ? Tu n'as pas commencé par le mastermind, tu as eu d'autres business avant ? Ouais, longue histoire en quelques secondes, minutes, je sais pas. Si tu veux, là, j'ai commencé dans ce domaine de l'infoprenariat à faire mes premières armes en 2008. Donc ça fait déjà quand même pas mal de temps. Et à l'époque, si tu veux, ce concept même de créateurs, d'experts, de personnes qui, si tu veux, digitalisent leur savoir-faire en ligne, vendent ces formations et en font une véritable carrière, un véritable métier, ça n'existait pas. C'était vraiment les pionniers, les Eldorado. 2008, j'avais une passion qui est toujours une passion, qui est le human beatbox, ou l'art de faire de la musique avec sa bouche. Et si tu veux, c'est comme ça que j'ai fait mes premières armes dans ce métier, où tout simplement j'avais un blog qui s'appelait Beatbox Blog et sur lequel je partageais, si tu veux, moi, mon apprentissage de cet art qui est de faire la musique avec sa bouche. On aurait pu dire que c'était mon premier business. J'ai vraiment développé, si tu veux, le truc en termes d'acquisition. Tu tapes la beatbox sur Google et on était genre les premiers ou deuxième résultats de recherche. Sauf que c'était pas un business en soi puisque il y avait pas vraiment un marché, si tu veux. Il n'y a pas un problème fondamental qui est celui de faire de la musique avec sa bouche. Bref, mais c'était une super expérience, si tu veux, qui m'a mis le pied à l'étrier. Et puis en 2011, petit fast forward, j'ai lancé le décodeur du non-verbal. Grosse passion aussi pour moi qui est la psychologie, qui est l'être humain, de comprendre comment ça fonctionne. Et sur ce site, tout simplement, j'éditais des formations en ligne sur l'art de comprendre le langage corporel de l'autre, mais aussi comment, à travers son propre langage corporel, on pouvait être amené à avoir de l'impact, à vraiment prendre sa place. Et j'ai développé ce business entre 2011 et 2015, formation en ligne pure et dure. Et c'est là où finalement j'ai pu vivre ce côté entrepreneurial, enfin devenir entrepreneur, vivre de mes formations en ligne. Et de cette expérience-là, si tu veux, j'ai acquis un petit réseau d'autres entrepreneurs qui faisaient la même chose dans d'autres thématiques, dans la perte de poids, dans le business, dans l'immobilier. C'est ça qui est assez magique avec l'infoprenariat, c'est que tu as des experts ou des entrepreneurs qui ont
une expertise assez mainstream, quand je parle peut-être d'immobilier ou d'entrepreneuriat, puis des choses très exotiques, comme faire des retraites dans le désert, petit clin d'œil à Kim, ou d'autres. Et c'est ça que je trouve génial dans cet environnement-là, c'est qu'on est tous des entrepreneurs avec notre propre expertise, mais on a ce même besoin tous de pouvoir professionnaliser notre activité pour pouvoir servir le plus grand nombre de personnes. Et c'est comme ça qu'en 2016, si tu veux, cette idée de créer ce mastermind 67 notamment, avec qui on a passé des bons moments ensemble, Gérald, est née cette idée tout simplement de professionnaliser ça, de pouvoir faire rencontrer ces entrepreneurs, de pouvoir les faire échanger, connecter, parce que bien souvent quand on est entrepreneur, et bon, toi tu as ton équipe ici à Bordeaux, tu n'es pas seul, mais pour une grande partie des entrepreneurs en ligne, si tu veux, ils sont seuls, hein. Chez eux, ils ont une équipe qui est en remote, qui est à distance. Et donc, rien que le fait de pouvoir se retrouver dans une même pièce et pouvoir échanger avec d'autres entrepreneurs, ça apporte énormément de valeur. En tout cas, c'est toi qui pourras me le dire, Gérald, comment tu le perçois. C'est exactement ça. Alors, moi, j'ai une équipe qui sont des experts, des pointures dans leurs expertises. Du coup, je me répète, mais c'est ce côté verticalité, ça empêche d'avoir des échanges sur la boîte en elle-même. En fait, ils sont experts de leur thématique, mais ils ne gèrent pas une boîte en fait. Donc même si je suis entouré au quotidien, c'est des très très bonnes relations humaines. Surtout que moi, comme tu le sais, je travaille avec beaucoup de mes amis. J'ai réussi à faire ça. Réussi parce que je dis réussi, pour moi c'est naturel, mais il y en a beaucoup pour qui ça semble compliqué. Pour moi ça a été plutôt ok. Mais il y a des conversations d'entrepreneurs que je n'ai que en mastermind et ça ne dévalorise pas du tout les relations que j'ai avec mes collaborateurs, bien évidemment. Mais c'est juste pas du tout les mêmes sujets, ouais, carrément. Ouais, c'est ça. Il y a cette casquette, tu vois, de leader. Je pense que quand on est leader, beaucoup de personnes nous regardent, notamment notre équipe, pour savoir voilà quelle est la direction, quelle est la vision. Mais en même temps, c'est une place où on est relativement seul, hein. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant de se retrouver dans un même bateau avec d'autres leaders et de pouvoir échanger à la fois, des fois, gérer une boîte, hein. Ça apporte son lot de bonheur, mais aussi son lot de difficultés, chose qu'on peut pas forcément discuter avec son équipe non plus. Et c'est vrai que se retrouver dans une même pièce où on peut vraiment partager, je me souviens de discussions très régulièrement avec toi, où tu as toujours très régulièrement la solution au problème d'autres entrepreneurs, parce que tu es passé par là, et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir cet écosystème de mastermind où on peut discuter de ça. Mais ce côté où justement, tu as un problème dans ta boîte, tu es avec tes collaborateurs, dans ton système, les gens vont attendre après toi pour trouver la solution. Tu vas en mastermind, tu évoques le problème a déjà été rencontré. Et du coup, déjà, ça t'apporte la solution, mais bon, ça, c'est un premier point, mais surtout, ça déculpabilise d'avoir des problèmes, en fait. On a tous envie d'avoir une vie un peu rose, et c'est pas vraiment la réalité. Tu te rends compte que la tienne, tu te rends compte que la tienne n'est pas si mal que ça. En tout cas, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment ultra important de rencontrer des gens qui ont des problèmes. Ça me déculpabilise en fait. Je vais en fait me vider de toute culpabilité d'avoir des difficultés dans mon business, parce qu'en fait, c'est normal, quoi. Est-ce que tu avais des prédispositions justement à monter une boîte ou à faire du business en ligne? Est-ce que c'était quelque chose que tu imaginais déjà dès le départ? Très honnêtement, non, je pense pas. En tout cas, je prends mes études, même la façon dont j'étais éduqué, il n'y a pas du tout d'entrepreneur dans notre boîte, enfin dans notre famille. Voire même, c'était plutôt quelque chose qui était montré du doigt, de thème. Voilà, quelqu'un qui est entrepreneur fait beaucoup d'argent. Quelqu'un qui fait beaucoup d'argent, il fait forcément ça de manière malhonnête ou c'est pas très clair. Donc j'ai un peu toujours grandi avec ça de manière inconsciente. Ceci étant dit, moi j'ai toujours eu cette envie de créer du projet, de créer quelque chose qui a du sens, depuis que je suis gamin, si tu veux. Et si tu veux, l'entrepreneuriat, c'est un médium que j'ai découvert relativement tard. Je sais pas, je dirais vers l'âge de 25 ans peut-être. Même si peut-être certaines personnes le découvrent plus tard. Oui. Mais si tu veux, je pense que quand tu es entrepreneur, tu l'es dans le fond. Simplement, je pense que j'avais plein de couches, moi, si tu veux, à balayer. J'en ai encore toujours à balayer, si tu veux, pour pouvoir grandir et décupler ce que je fais. Donc ouais, ça, si tu veux, je l'ai découvert vraiment au fur et à mesure et je le découvre toujours. Je sais pas pour toi, Gérald. Moi, j'ai toujours plus ou moins fait des petits projets. J'ai souvent eu du mal à rester, à faire ce qu'on me demandait uniquement. Donc, j'ai toujours fait des petits projets qui ne servaient souvent, dans la majorité des cas, à rien, mais qui m'occupaient. Moi, j'ai grandi à la campagne, à côté de Bergerac. C'était la chienlit tous les week-ends. Les week-ends étaient très longs, même si je joue au rugby, les week-ends ils étaient longs. Donc, moi, j'ai toujours plus ou moins fait ça. Après, non, c'était pas forcément évident. Mais ça s'est fait un peu de manière empirique. Ça s'est pas fait d'un truc ultra pensé. Je veux monter une boîte. Non, c'était juste
je faisais des sites web, j'aimais geeker et j'ai monté ma boîte, quoi. C'est comme ça que ça s'est fait. Ouais. Je pense que si tu veux, moi, initialement, tu as deux types de liberté. Tu as la liberté, si tu veux, où tu souhaites fuir une certaine situation. Et puis, des fois, tu as une liberté aspirationnelle. Tu vois, je veux aller vers telle destination. Et je pense qu'initialement, quand je suis rentré dans l'entrepreneuriat, c'était plutôt pour fuir là où j'étais. Je ne vais pas dire que j'étais dans un endroit qui était comment dire, pas bien. Je suis ingénieur de formation, j'ai travaillé en ambassade, j'ai travaillé pour une agence ministérielle. Franchement, c'était un très bon job. Mais si tu veux, la façon dont c'était organisé, pour moi, c'était, tu vois, trop archaïque. Et tu vois, il y avait cette fraîcheur que je voulais apporter, je pouvais pas le faire dans cet écosystème. Et à un moment donné, j'ai juste pris la décision ou la responsabilité de me dire, et c'était pas évident, hein, si tu veux travailler et kiffer ce que tu fais, faut que tu crées ton propre système. Et donc, c'est comme ça, si tu veux, c'est plus d'une fuite d'un système dans lequel j'étais pour que l'entrepreneuriat est né. Et maintenant, si tu veux, je suis plus dans cette liberté vers quelque chose, c'est-à-dire que maintenant, la boîte est très bien installée et on est plus sur des projets de, voilà, qu'est-ce qui me fait kiffer, qu'est-ce que j'ai envie vraiment de développer. Donc, il y a vraiment ces deux étapes dans l'entrepreneuriat. Je comprends 100%. J'arrive à une étape où justement, je commence à imaginer en fait ce que je peux réaliser à long terme. Et je suis moins en effet en mode plan d'évacuation, alerte générale, il faut qu'on sauve notre cul. Là, j'en suis plus du tout là. Mais ça commence, le chemin est en train de se faire, juste maintenant. Donc, il aura fallu 10 ans, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Au niveau de tes clients, tu t'expliquais un petit peu l'industrie de l'infobusiness, mais qui sont-ils réellement, en fait? Qu'est-ce qu'ils viennent surtout chercher quand ils viennent dans tes masterminds, dans tes programmes? Alors, on peut parler d'infopreneurs, on peut parler d'entrepreneurs. Moi, je préfère parler d'entrepreneurs parce que je pense que l'étiquette qu'on se colle joue beaucoup sur les actions que l'on a derrière. Je dirais même chef d'entreprise. Quand on démarre dans ce milieu, c'est assez particulier parce que on travaille sur le web. Tu as différents types d'entreprises sur le web. Tu as l'infoprenariat, qui n'a pas forcément le vent en poupe dans les grands médias. On n'en parle pas. Pourtant, je peux te dire qu'on est bien là. On est un peu dans l'ombre, mais on est bien là. Tu as, on va dire, les startups qui vont lever de l'argent pour démarrer. Tu as l'e-commerce, voilà, où tout le monde va acheter. Et je crois que dans l'infoprenariat, souvent, c'est une personne seule qui a cette expertise et qui décide de créer une entreprise autour de ça. Donc, c'est une personne qui est seule, relativement seule. À la différence d'autres business en ligne où, si tu veux, quelqu'un qui va fonder une startup, bon, c'est le visionnaire, mais c'est pas lui qui se vend, c'est pas son expertise. Il va développer un produit derrière. Tu vois, il y a une marque qui est derrière elle. Et puis, forcément, si on lève de l'argent, on peut directement recruter des équipes, ce genre de choses. Donc, on commence déjà avec une certaine inertie, une certaine traction. Et c'est vrai que dans l'infoprenariat, de ce que j'ai pu constater, moi, je suis passé par là. Hein, j'ai commencé seul. Là, aujourd'hui, on est une équipe de 15 collaborateurs. Au démarrage, je faisais tout. Et vraiment tout, de la partie technique à la partie marketing, à la partie vente, à la partie coaching, partie stratégie. Donc, si tu veux, au bout d'un moment, les entrepreneurs qui commencent à travailler avec nous, si tu veux, ils sont au four et au moulin. Ils en peuvent plus. Ils en peuvent plus parce que dans le mindset, c'est OK, je veux créer ma propre liberté, créer ma propre boîte. Mais tu te rends compte que si tu veux, si tu restes en mode, je dis artisan, c'est pas du tout péjoratif, mais si tu veux, tu fais tout seul. Tu peux pas, si tu veux vraiment avoir une entreprise qui te nourrisse humainement. Enfin, sinon, tu passes tout ton temps dans ta boîte et c'est pas ça l'idée. Nous, notre idée, c'est vraiment de faire croître les business de nos membres tout en augmentant la qualité de vie perso. Donc, derrière ça se cache effectivement la gestion d'équipe, de la structuration, des process. Et finalement, voilà, quand les gens viennent nous voir, ils sont dans cet état d'esprit, j'en peux plus, j'ai envie de croître, mais je sais que si je crois, en fait, je peux pas. Je suis déjà à bloc, si tu veux. Et j'ai une vie de famille et tout ça. Et nous, on leur apporte, si tu veux, cette structure dans laquelle ils peuvent se plugger pour continuer à faire croître leur business tout en se dégageant du temps. Et puis aussi, on le fait dans une approche communautaire. C'est-à-dire que moi, c'est vraiment ma façon de voir les choses. On a 3 programmes, ou mastermind, on pourrait appeler ça comme ça. Et l'idée, c'est toujours de mettre des super personnes dedans et de créer une pièce où tout le monde devient plus intelligent. Donc, voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Non, ça répond ouais. Tout à fait à la question. Tu parlais tout à l'heure de l'équipe. Est-ce que tu peux nous expliquer, alors moi je l'ai beaucoup entendu cette année, mais la notion de visionnaire et la notion d'intégrateur, est-ce que tu peux nous le revulgariser ici? Avec grand plaisir. Je vais donner un shortcut pour ceux qui lisent l'anglais, c'est de lire le livre Rocket Fuel. C'est une couverture orange et blanche et qui décrit ce concept de visionnaire intégrateur.
Et en fait, bon, c'est un des gros principes qu'on enseigne, notamment dans le Mastermind 67, c'est que quand généralement les entrepreneurs arrivent dans ce programme, ils sont seuls à la barre. Et en fait, ce qu'ils se rendent pas compte, c'est que pour diriger un bateau, il faut deux personnes de base. C'est-à-dire qu'il faut un entrepreneur qui a cette casquette visionnaire, et puis un entrepreneur qui a une casquette intégrateur. On pourrait parler dans un autre jargon de CEO et de COO, donc quelqu'un qui va vraiment impulser la vision, où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on dirige le bateau, et puis quelqu'un qui est là, l'intégrateur, qui va être là pour vraiment faire en sorte que le bateau, ben, ça rame dedans. Et c'est vrai que quand on démarre, souvent, on a ces deux, on peut être un peu schizophrène, on a ces deux casquettes de OK, j'ai la stratégie, j'ai la vision, mais OK, il faut que vraiment je me mette les mains dans le cambouis pour faire avancer les choses. Et donc ça, c'est un principe qui m'est cher, et c'est un des jalons notamment pour pouvoir sereinement faire grossir le business sans faire de burn-out, très clairement. Et en fait, c'est un truc qu'on ne sait pas. C'est un truc, surtout dans l'infoprenariat, on commence seul, on ne se dit pas qu'en fait, il faut être deux à la barre. Et d'ailleurs, dans toutes les deux grosses boîtes, c'est ça. Hein, tu prends Wozniak et Jobs, voilà, tu avais l'intégrateur, le visionnaire. Tu prends, alors j'adore cet exemple de Walt Disney. On voit Walt Disney, cet empire. On pensait qu'il y a toujours Walt qui était là à faire ses petits dessins, mais en fait, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il y a Roy, son frangin, qui était là, et Roy était l'intégrateur. Donc, mais il est dans l'ombre. Et en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que l'intégrateur est dans l'ombre. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de se mettre en avant, c'est pas quelqu'un qui a envie d'être interviewé, c'est quelqu'un qui est là pour opérer le business, pour gérer les équipes, pour être en interne, pour se focuser sur les process. Justement, par rapport à ça, je me permets juste de te couper et de rebondir. Est-ce qu'il n'y a pas un complexe d'être intégrateur? Je pense qu'il ne faut pas en avoir, mais est-ce que toi, tu ressens des fois des gens qui doivent être intégrateurs parce qu'ils ont un vrai talent pour l'être, mais qui veulent se placer visionnaires et qui font cette erreur-là? Ouais, il y a un truc là-dessus. Je pense que si tu veux, qui on met en avant dans une entreprise? Toujours le visionnaire. Qui est-ce qui passe dans les médias? Toujours le visionnaire. Et si tu veux, il peut y avoir une espèce de complexe de se dire qu'un intégrateur a un rôle moindre. D'ailleurs, même dans le mot intégrateur, visionnaire, tu te dis, ah, le visionnaire, c'est le gars. Tu vois. Mais en vrai, t'es un visionnaire tout seul, t'as juste des super idées, mais t'as rien de créé, quoi. Donc, et un intégrateur seul, c'est pareil. C'est en gros, on va faire des process, mais est-ce que ça va porter le bateau dans une bonne direction? On ne sait pas. Donc, et il faut savoir qu'on a humainement, enfin chacun, tous un profil visionnaire intégrateur, mais à différents niveaux. Je sais que Gérald, toi, tu as les deux, très clairement, mais tu as certaines personnes qui clairement sont purement visionnaires. Tu leur parles de process, ils ont une réaction épidermique sur la peau. Donc, de base, ils savent qu'ils ont besoin d'être entourés. Et d'ailleurs, c'est ces personnes-là qui vont beaucoup plus vite. Parce qu'ils ne se posent même pas de questions, ils savent que personnellement, ils ne peuvent pas intégrer, ils ne peuvent pas avoir ce rôle d'intégrateur. Donc, certainement, il peut y avoir un complexe autour de ça. Mais après, une fois qu'on l'a vraiment assumé et qu'on sait que on n'est pas dans cette case de visionnaire, en fait, c'est peut être très, très épanouissant. Et je crois aussi que quand on parle d'intégrateur, des fois, on oublie que c'est un entrepreneur. C'est juste deux types d'entrepreneurs très différents. Est-ce que tu peux nous raconter la fois où tu as rencontré justement ton intégrateur? Ouais, avec grand plaisir. Écoute, aujourd'hui, donc je travaille avec Derek, qui est notre intégrateur dans la boîte, et c'est parce que justement, et ça on le voit avec les membres, c'est un profil qui est compliqué à trouver. Entre un visionnaire et un intégrateur, il doit y avoir une confiance qui est tellement, pour moi c'est comme la famille, toi tu dois avoir un niveau de confiance qui est tellement élevé que tu peux tout te dire. D'ailleurs, il faut tout se dire, il faut avoir une communication ultra comment dire, limpide et transparente. Et c'est vrai que des fois, c'est pas forcément facile de trouver. Et c'est vrai que moi, Derek, c'était une rencontre très fortuite puisque j'étais dans un coworking à Paris, à WeWork, et j'étais dans ce coworking et je me suis posé, enfin j'étais dans un espace où en face de moi, il y avait Derek, tout simplement. Et si tu veux, on est resté pendant 6 mois à juste ne pas se parler parce qu'il est américain. Et puis, enfin, on se parlait pas. Sauf que je voyais qu'il avait les mêmes bouquins que moi sur sa table. J'avais le même bouquin, on avait le même truc un peu, bon, on est un peu geek, donc on avait les mêmes écrans, les machins, les trucs. Puis à un moment donné, j'étais le voir, je fais, tu fais quoi? Et c'est là où il m'a expliqué évidemment ce qu'il faisait, qu'il intégrait déjà aussi pour un autre business. Et en fait, c'est là où j'ai fait cette rencontre-là et on a décidé de travailler ensemble. Maintenant, ça va faire plus de 2 ans qu'on travaille ensemble. Et ça a été une rencontre un peu fortuite. Et c'est vrai que, tu vois, par rapport aux membres, quand on travaille là-dessus, je pense qu'il faut juste se dire qu'à un moment donné, on va avoir besoin de ce profil-là dans la boîte et juste ouvrir les œillères et être un peu à l'écoute de rencontres qu'on peut faire. Parce que c'est pas forcément un recrutement que l'on fait avec un poste très spécifique, tu vois.
Après, il y a des études que, justement, sur Rocket Fuel, faut aller voir Rocket Fuel, le bouquin, puis le site web. Il y a des études sur le pourcentage d'intégrateurs visionnaires, et je crois que c'est un 80%, 20%. Donc, tu as 80% qui sont visionnaires, 20% qui sont intégrateurs. Okay. Donc, ouais, voilà, c'est pas comme tu vois, homme-femme 50-50 sur la planète. T'as quand même, donc, c'est un profil qui est très recherché, mais mais sur lequel, en fait, on peut trouver. Est-ce que tu penses que on doit trouver son intégrateur dès le départ de son projet, ou est-ce qu'il faut attendre un certain niveau de maturité avant de commencer à déléguer, ou comment tu vois le truc? Ça dépend pour qui, j'ai envie de te dire. Tu sais, quand tu regardes les business qui sont les plus rapides, c'est des fondateurs qui sont cofondateurs, en fait. Et généralement, dans les cofondateurs, tu vois, un CTO, comme il a un profil plus intégrateur que CEO. Et tu vois, c'est une complémentarité des jobs et des rôles. Tous ont cette démarche entrepreneuriale, mais des spécificités dans le business. Ce qui fait ça va beaucoup plus vite. Donc moi, mon conseil, c'est on peut commencer sans, mais ça va beaucoup moins vite. Mais c'est qu'à partir d'un moment, et j'ai vraiment vu ce gap autour alors notamment dans l'infoprenariat, quand à partir du moment où on génère 250 000 euros de chiffre d'affaires annuel, c'est là où on peut vraiment se poser la question. On peut avoir des project managers pour gérer les projets, mais c'est là où on peut vraiment se poser la question de ramener quelqu'un dans la boîte de type intégrateur pour vraiment commencer à faire grossir le truc. Et puis après, ça dépend aussi de l'argent que tu as au démarrage, tu vois. Ouais, exactement. En fait, l'infoprenariat, souvent, il n'y a pas de financement, c'est pas trop dans notre culture de l'industrie d'aller taper à la porte des banques ou même des VC, si tu veux. On n'est pas trop connu de la place. Et donc, généralement, ça commence seul. Mais franchement, pour moi, ça a été un game changer, en fait, de me dire, parce que si tu veux, j'ai un profil visionnaire et intégrateur, je suis assez structuré, je suis ingénieur de formation, et très concrètement, je pense qu'au démarrage, tu me posais la question, est-ce que tu as toujours été entrepreneur? Moi, je pense que je me serais vraiment vu numéro 2 d'une boîte, donc vraiment, numéro 2, intégrateur d'une boîte. Être dans l'ombre, ça me va, c'est pas forcément je fais pas ce que je fais pour être sur le devant de la scène, au contraire, je préfère mettre les membres sur le devant de la scène, donc j'aurais pu être intégrateur. Et pourquoi je te dis ça? Moi, j'ai perdu le fil de ma pensée. Tant pis, je la retrouverai, mais c'est pas. Oui, non, mais je vois tout à fait. Et derrière ça, moi, j'ai l'impression que, en ce qui me concerne, ce qui concerne les proches qui sont dans le business aussi, il a fallu qu'on prenne des intégrateurs, non pas à un niveau de maturité de business, mais à un niveau de maturité perso, en fait. Et maintenant, on va lancer 2-3 business par an en prise de participation ou en co-construction. Ici, en interne, dans la boîte, je co-construis toujours avec l'intégrateur dès le départ. Et récemment, j'ai même eu l'intégrateur avant d'avoir le projet, en fait. J'ai mis le projet en face de quelqu'un parce qu'en fait, c'était juste évident et il fallait juste un coup de main. La boîte de media buying qu'on est en train de cofonder, par exemple, en ce moment, c'est 2 personnes super fortes qu'on a fait se réunir et on a amené une vision. Mais sinon, il y avait 2 intégrateurs et on en a fait des cofondateurs et j'ai aucun doute sur le fait que ça va cartonner, en fait. Mais il a fallu, en étant un peu dev, en étant un peu ingé, etc., c'est compliqué aussi de plus mettre les mains dans le cambouis aussi. Donc, il y a ce côté, c'est difficile de déléguer, mais c'est difficile aussi de lâcher. En tout cas, pour moi, il a fallu un moment. Mais maintenant, c'est obligatoire. Et j'aime ce que tu viens de dire sur ce côté maturité, parce que là-dessus, ce que tu me parles, quand tu démarres une entreprise, tu n'as pas cette maturité de faire ça. Toi, tu en as sous la semelle. Donc, maintenant, ça te paraît évident de le faire parce que tu vas aller vite et tu vois directement les pièces du puzzle. Tu sais directement elles vont s'emboîter. Donc, je crois que la maturité, elle vient de là. Le fait d'avoir eu cette expérience, peut-être d'avoir fait les choses tout seul au bout d'un moment, où maintenant, tu peux plus faire sans. Puis après, il y a ce côté un peu dev perso, lâcher prise, très clairement. Parce que de mettre quelqu'un en CEO ou quelqu'un qui va piloter le business à ta place et toi, tu es juste t'es plus finalement en mode visionnaire, t'as plus une carrière d'investisseur. Tu vois le truc et t'investis dans les équipes et dans le projet. Est-ce que, justement, par rapport à ça, tu penses qu'il faut vivre un petit électrochoc, c'est-à-dire mettre un peu son nez dans le caca en disant « Ok, là, j'aurais dû déléguer, je l'ai pas fait, je me retrouve du coup ennuyé, du coup, le prochain coup, je me ferai pas couillonner, j'aurai mon intégrateur dès le départ » ou est-ce que, justement, il faut l'anticiper? Est-ce que l'erreur, elle est un petit peu obligatoire dans la phase d'apprentissage sur la délégation? J'ai envie de te dire oui, mais est-ce que l'erreur doit venir de soi? Je ne suis pas sûr.
Tu vois, je pense que comme tu dis, c'est très belle expression, mettre le nez dans le caca. C'est bien d'apprendre. Je savais que ça allait te plaire. Je savais que tu allais kiffer. J'ai pris des notes. Mais apprendre ses erreurs, c'est une chose, effectivement, parce que la douleur permet de charger émotionnellement une nouvelle décision, une nouvelle prise d'action. Donc ça, c'est une chose. Mais et c'est ça aussi la magie des masterminds, c'est quand tu peux apprendre de l'erreur des autres en discutant, bah, tant qu'à faire, tu t'évites cette douleur et tu partages l'expérience d'autres. Donc moi, je suis plus maintenant, tu vois, en train de me dire, j'ai fait assez d'erreurs et j'en fais toujours. Tu vois, on lance des trucs avant d'être prêt, on en fait et puis on apprend de ces erreurs-là. Mais maintenant, je suis plus en mode, ok, j'ai plus envie de. Là, tu vois, par exemple, on va lancer un podcast. J'ai plus envie de me prendre la tête à savoir comment ça se fait. Donc là, on s'entoure de quelqu'un dont c'est le métier et il va me dire exactement quoi faire. Par contre, il a 10 ans d'expérience. Donc moi, je vais profiter de toutes ces erreurs et je vais le packager. Voilà, en 2 semaines, je vais récupérer 10 ans d'expérience. Ouais, donc moi, c'est plus ma philosophie maintenant. Je vois 100%. En ce moment, je suis dans les mêmes, je suis dans les mêmes façons de réfléchir, en tout cas. Est-ce que, justement, on parlait des erreurs, toi, tu as déjà identifié une erreur que tu aurais faite, mais l'erreur ultra rentable, l'erreur ultra bénéfique? Si tu n'avais pas fait cette erreur-là, tu penses que ton business, toi, tu ne serais pas au même statut? Ouais, enfin, il y en a un paquet d'erreurs. Il y en a une quand on me pose cette question que j'aime bien raconter parce que je pense qu'aujourd'hui, ça définit un peu l'ADN de ce que l'on fait. Et puis, on dit souvent que l'entreprise que l'on crée, surtout dans l'infoprenariat, vient d'une douleur personnelle qu'on a vécue. Et le fait d'avoir fait ce chemin-là et d'avoir trouvé la solution, ça nous permet après de l'enseigner à d'autres. Et c'est vrai qu'une erreur, notamment autour du Mastermind 67, dont je me rappellerai toujours et qui aujourd'hui guide ce que l'on fait, c'est la première rencontre que j'avais organisée pour le Mastermind 67, donc ça fait 5 ans, où j'avais réussi à réunir des entrepreneurs vraiment exceptionnels et j'avais pas pris la mesure de ce que c'était de délivrer une expérience dans le Mastermind. Voilà. Parce que c'est généralement un prix relativement élevé, c'est même un service qui est très haut de gamme, si tu veux. Et j'avais pas pris la notion de ça. Pour moi, c'était juste mettre des gens dans la même pièce et puis hop, ça va marcher. En fait, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça si tu crées pas un cadre, une structure, de l'expérience autour de ça. Et c'est vrai que la première rencontre que l'on avait fait, c'était bien, on avait passé un bon moment, mais j'avais eu des retours des membres en me disant, là, Romain, tu t'es un peu loupé, quoi. Et ça fait mal quand tu reçois ça. Oui. J'ai eu la chance d'avoir des membres fondateurs hyper bienveillants qui m'ont fait ce retour-là. Et si tu veux, ça a été un petit peu comme une main que tu mets sur une plaque, tu vois, bien chaude. Ça te brûle, mais ça te brûle à vif. Tu te dis, ah ouais, là, j'ai vraiment loupé quelque chose, je l'avais pas vu venir. J'ai fait l'erreur, hein, du coup. C'est pas quelqu'un qui m'a dit, tiens, fais gaffe à ça, fais gaffe à ci. Et à partir de ce moment-là, je me suis juré, si tu veux, d'améliorer chaque rencontre. On fait ça tous les 3 mois. D'améliorer chaque rencontre. Mais que ce soit d'1 millimètre ou de 500 mètres, je m'en fous. C'est dans notre philosophie. Chaque rencontre que l'on fait, la prochaine, elle sera encore mieux. Et là, tu veux, au bout de 5 ans, on a plus, je sais pas, d'une vingtaine de rencontres, même plus, je sais pas. Ce que les membres vivent aujourd'hui, si tu veux, c'est une accumulation de ces différentes rencontres, des feedbacks que l'on a pris, parce qu'on en a fait d'autres erreurs derrière, c'est OK. Mais ça part de cette première rencontre et de cette douleur, de cette erreur que j'aurais pu faire au démarrage et qui continuera tout au long de la vie de ce programme. Et justement, aujourd'hui, comment tu parlais des feedbacks, votre méthode aujourd'hui pour recueillir, enfin, améliorer en continu, si tu as un conseil, hein, c'est un peu le moment conseil, les conseils de Romain, c'est maintenant. Les conseils de Romain. Moi, j'aime bien the feedback is the way, quoi. Le feedback, c'est le chemin. On fonctionne à ça. En fait, ça peut paraître bizarre, mais moi, quand on me demande c'est quoi le prochain gros projet, qu'est-ce que vous allez lancer, machin, je suis là. On a des plans, si tu veux, mais déjà, si on arrive à améliorer ce que l'on fait déjà à travers le feedback que l'on reçoit, on sera hyper content. Et c'est vraiment notre philosophie. Donc, on récupère le feedback en continu, si tu veux, dans l'équipe. On a des antennes partout, c'est-à-dire que chaque élément qu'on va recevoir, on capture, on garde. Ça ne veut pas dire qu'on va actionner directement, parce que des fois, tu as un feedback d'un client qui est très spécifique, mais tu arrives à avoir des signaux faibles, tu arrives à identifier des choses. Et à un moment donné, quand ça fait sens, notamment, tu vois, par exemple, le Mastermind, chaque année, on relance un groupe de membres. C'est là où on se dit, on fait un peu le ménage de printemps. On se dit, OK, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, des feedbacks, qu'est-ce qu'on peut améliorer, ce genre de choses, et on recrée une nouvelle version, comme un téléphone. Tu vois, l'iPhone, je sais pas combien de versions ça. Et les gens rachètent le même téléphone. Hein. Moi, je sais pas, j'ai acheté l'iPhone depuis le démarrage. Mais à côté de ça,
ils poussent pas une mise à jour dès qu'il y a un petit bug. C'est-à-dire qu'ils engrangent de la data et ils font un gros batch une grosse version, quoi. Ouais, c'est ça. J'aime beaucoup ce côté versionning. Je trouve que c'est bien. Après, nous, on fait des améliorations des fois en continu quand ça demande pas grand-chose, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que quand il y a des vrais projets qui apportent de la valeur aux membres, qui a été sollicité par le feedback, on essaye de le mettre en place pour la rencontre suivante, le trimestre suivant. Et des fois, on attend une année parce que ça demande vraiment une restructuration même du programme. Mais très clairement, aujourd'hui, nous, on se nourrit du feedback tout le temps. On se pose toujours 4 questions simples avec l'équipe. D'ailleurs, tu ne nous vois pas, mais à la fin de chaque journée du mastermind, on part avec l'équipe. Peut-être que tu nous as déjà vu partir. Et on se dit, OK, aujourd'hui, on a vécu chacun cette journée avec Romain, je te coupe. Tu sais très bien où je suis. Au moment où on finit le mastermind, je suis un des premiers à arriver à l'apéro tous les jours. Donc, je ne peux pas surveiller l'apéro et vous surveiller à vous. Donc, fais comme si je ne savais pas. Okay. On y va très tard, juste avant de se coucher. Mais tu vois, on répond à 4 questions. On se dit, OK, qu'est-ce qui a fonctionné aujourd'hui? Et on liste. Parce que des fois, il y a des trucs qui fonctionnent bien et puis qu'on n'a pas systématisé et qu'on oublie pour la prochaine fois. Donc, qu'est-ce qui a bien fonctionné? Ensuite, on échange autour de ça. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? C'était quoi les couacs? On les note aussi, parce qu'on puisse les améliorer. Si je devais recommencer cette journée de zéro, et ça, c'est peut-être la question ultime, qu'est-ce que je ferais différemment? Et ça c'est juste génial parce que ça t'invite à... Je vois que tu prends des notes, Gérald, mais c'est un petit peu, tu sais, comme dans le film. Il y a des films comme ça, alors j'ai plus le nom en tête, ou Groundhog Day, alors je sais plus comment ça s'appelle en français, où le mec il revit la même journée tout le temps, tu vois, et puis il améliore au fur et à mesure sa journée. Ça c'est hyper clé, on fait ça tout le temps. Et puis enfin, c'est juste de définir une liste d'actions qu'on peut mettre en place pour la prochaine fois, mais pas besoin de beaucoup d'actions. Si on a 3 déjà, c'est juste génial. Et c'est le fait de faire ça à chaque fois de manière continue et tout le temps. C'est vraiment, nous, ça fait partie des valeurs de l'entreprise, le feedback. C'est comme ça qu'au fur et à mesure, on améliore les choses et qu'on fait avancer à la fois la boîte et qu'on fait avancer à la fois nos programmes pour l'expérience des clients. C'est très clair et c'est top. Beaucoup d'apprentissage là-dedans, beaucoup de pépites. Est-ce que une de vos baselines, alors je sais pas si c'est une baseline, vous réunissez les leaders de l'industrie. Justement, comment on fait ça? Comment on arrive parce qu'il peut y avoir, alors je sais que dans le groupe que j'ai vécu cette année, c'était pas le cas, mais il peut y avoir de gros égos quand il y a de la réussite. Il peut y avoir, au contraire, des gens qui ont une belle réussite, mais qui sont un petit peu timides, un petit peu renfermés. Comment on arrive à créer une super mayonnaise et pour que ça dure 1 an? Ça dure 1 an. Donc, comment tu peux identifier tes 20-80 sur réunir des leaders d'industrie? Comment faire une bonne mayonnaise de leader d'industrie, c'est ça? C'est ça. Les recettes de Romain, maintenant. Les recettes de Romain, ça tombe bien. Alors déjà, la première leçon, c'est avoir toujours de la bonne bouffe. Là où généralement, si les membres ils aiment bien manger, c'est des membres bien. Mais au-delà de ça, ce qui est sûr, c'est que quand tu crées un groupe, tu crées une communauté, tu as différents éléments clés pour s'assurer que ce groupe, en fait, la mayonnaise, elle prenne. Le premier, c'est d'avoir un objectif commun. C'est-à-dire que dans un groupe, il faut qu'il y ait cet objectif commun et cette même intention. Et ça, c'est pour n'importe quel mouvement que tu crées, des mouvements à l'échelle de groupes d'entrepreneurs comme ça, comme des mouvements mondiaux, tu vois. Il y a une espèce de sommet que tout le monde souhaite atteindre et nous, on communique dessus notamment avec le 67, passer de 6 chiffres à 7 chiffres dans 67, tu vois, c'est vraiment la tagline. C'est l'objectif commun. Et derrière, c'est de se dire, je vais mettre des personnes qui se ressemblent énormément en termes de valeurs. Et pour moi, ça, c'est clé. Tu parlais d'ego, tout ça. C'est vrai que les valeurs, nous, on les... en tout cas, moi, je prends au téléphone, sous format de candidature, tous les membres qui vont rejoindre le programme. Ce qui me permet en fait d'identifier assez rapidement, on a même un process dessus, un critère, différents éléments sur 10, de nous dire est-ce que cette personne va vraiment kiffer être dans ce groupe et inversement, est-ce que le groupe va vraiment absorber cette personne et va kiffer l'avoir dans le groupe. Et c'est là où peut-être il y a une erreur qui se fait peut-être dans certains groupes ou sur lesquels moi j'ai pu faire cette erreur au démarrage et que je ne fais plus, c'est que quand pour moi, à la fin d'un call, l'énergie elle est plus basse qu'au démarrage du call, voire même elle est juste la même, c'est un non. Tu vois, et je suis prêt à m'asseoir entre guillemets sur un chiffre d'affaires parce que je sais que si tu laisses rentrer un verre dans une pomme, la pomme est pourrie, tu vois. Et c'est vraiment un de mes rôles dans ces groupes, c'est genre juste, je suis le gardien du groupe, tu vois.
Donc, on est très au clair sur qui on a envie d'avoir dans le groupe. On dit non aussi aux gens qui ne sont pas prêts. On leur dit c'est pour plus tard, c'est OK. Tu vois, s'ils n'ont pas le niveau entrepreneurial, le mindset encore, juste pour plus tard. Puis quand on sait que ça ne va pas du tout prendre, simplement, je conseille d'autres groupes ou d'autres personnes avec qui les valeurs, ça va mieux fitter. Donc, effectivement, nous, dans les groupes qu'on a, il y a très peu d'ego. Il en faut un petit peu, mais c'est pas le truc qu'on met en avant. Par contre, il y a des notions de partage qui sont clés. Donc moi, une des questions que je pose, c'est même pas qu'est-ce que le groupe peut faire pour toi, c'est qu'est-ce que tu peux faire pour le groupe. Poum, direct. Donc si tu veux, tu cadres le truc et tu vois si la personne est plus en mode giver ou taker. Donc à partir de ce moment-là, quand tu n'as que des givers qui sont dans un groupe et qui ont une et qui, à leur contact, te donnent plus d'énergie, tu as déjà la recette d'une bonne mayonnaise, quoi. Ouais, je vois tout à fait. Laura Mabi, qui est dans le mastermind et qui est venue déjà sur le podcast, me donnait une méthodologie pour recruter, enfin des questions à toujours poser quand on fait un recrutement d'un collaborateur. C'est qu'est-ce que tu vas apporter et qu'est-ce que nous on va t'apporter. Et ben en fait c'est un petit peu ça. Tu recrutes tes membres comme tu pourrais recruter des collaborateurs, des partenaires, quoi. C'est un petit peu ça l'idée, quoi, si je comprends bien. Ah ouais, très clairement en candidature. Puis après, il y a ce côté un petit peu dans un mastermind, je dirais pas élitiste, mais un petit côté comme dans les fraternités, tu vois. Quand tu vois une fraternité sur les campus américains, tu les vois, tu as envie d'y être et il faut montrer patte blanche. Tu vois, il faut avoir été recommandé et il faut avoir peut-être passé un test initiatique. On fait pas encore ça, peut-être on va y réfléchir. Il faut être initié, comme disent les francs-maçons. C'est un peu ça le truc, ouais. Quoi. On est une secte, de toute façon. À chaque fois que je mets une story que je suis en mastermind, on me demande si je suis dans ma secte. Je dis oui, je suis dans ma secte. Restez dans la vôtre, c'est très bien. Il y a pas de problème. Ouais, mais derrière, il y a un truc qui est sûr, c'est que tu préserves les valeurs du groupe. Donc, en faisant ça, en mettant cette barrière à l'entrée. Et je pense aussi que les membres apprécient énormément de se dire je vais arriver dans un environnement. Encore une fois, on revient à la base du mastermind, c'est que généralement tu es seul dans ton coin, t'as ta famille à toi qui tu peux pas parler, mais pas parler business, tu as tes collaborateurs, ton équipe, tu peux pas leur partager tout. Il faut que tu puisses te sentir, et là c'est peut-être le troisième élément de la mayonnaise, dans une bulle de confiance, dans un endroit où tu sais que les choses vont être partagées en confidentialité, où tu peux être toi-même, tu peux être vrai, parce que tu peux pas avoir d'évolution personnelle et professionnelle si à un moment donné tu peux pas te poser et dire ok, vraiment comme si tu étais avec le plus proche de tes amis, ce qui va pas, quoi. Ça arrive des fois. Et c'est là où après, tu as le retour des membres, tu as le soutien, et puis c'est comme ça que tu lances des nouveaux trucs. Est-ce que tu as déjà une idée de à quoi pourrait ressembler le M67, le I56 dans quelques années? Est-ce que tu as déjà un peu une ligne d'horizon là, ou est-ce que tu le fais tu le fais un peu de manière empirique et tu l'améliores en continu, comme on parlait tout à l'heure? Tu vois, c'est là où tu me poses la question des grands projets et sur lequel je suis tellement dans une amélioration continue que je ne pourrais pas te répondre. Ceci étant dit, moi, j'ai deux grandes idées autour de ça. Ce qui est sûr, c'est que ce business model, il est... parce que voilà, derrière, c'est un business model, hein, le mastermind. Il est scalable jusqu'à une certaine mesure. Tout simplement parce que à partir d'un certain seuil de membres, tu vois, de nombre de membres, tu perds cette qualité, tu perds cette connexion, cette bulle de confiance. Tu vois, tu peux pas connaître tout le monde. Donc, si tu veux, t'es capé d'une certaine manière. Et ça, je le sais, je suis complètement OK. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ouvre différents groupes par niveau. Tu vois, au départ, il n'y avait que le 67. Il y a eu le 56 qui est arrivé donc juste en dessous. Le 78, c'est en construction. Et donc, ça fait 3 groupes. Alors, maintenant, l'idée derrière ça, c'est que je pense les deux phases, si tu veux, pour la suite, c'est de dupliquer des groupes à un moment donné, ce qui est complètement envisageable. Mais ce qui va impliquer, nous, de notre côté, tu vois, d'avoir des vrais process, encore plus de process, et surtout moi, parce qu'aujourd'hui, j'anime. C'est d'avoir quelqu'un d'autre qui soit à la tête de ces groupes-là. Donc, c'est pas encore pour tout de suite, mais c'est vraiment une piste. Puis après, une deuxième piste qui est aussi envisageable, c'est qu'on a développé, nous, en interne, tellement on a la recette de la mayonnaise, mais on a la recette on a tellement une recette pour délivrer un mastermind qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que l'on pourrait, avec qui on pourrait collaborer avec une autre entreprise pour délivrer cette expérience. Gérald, tu veux délivrer ton mastermind, tu veux juste, toi, en tant que visionnaire, arriver en face de tes clients. Nous, on sait comment le vendre, on sait comment créer l'expérience, on sait comment... Et tu vois, ça, c'est le genre aussi de choses sur lesquelles je réfléchis et qui pourraient être possibles. Ce qui fait que du coup, tous les masterminds qu'on pourrait créer de cette façon-là dans diverses industries, dans diverses secteurs, pourraient mutuellement, si tu veux, s'apporter. C'est-à-dire que
tu as créé telle expérience dans un mastermind, bah, ça donne une idée pour l'autre mastermind, tu vois, pour vraiment enrichir le truc. Parce que pour moi, tu vois, un mastermind, il faut en faire partie d'un au moins toute sa vie. Alors, je dis pas toujours le même, on peut évoluer, on peut changer, mais dès que tu retournes seul et que tu quittes un mastermind, sur le moment, tu vois pas le truc arriver. Et puis, au bout de quelques semaines, quelques mois, un an, tu dis, ah ouais, merde, en fait, j'ai vraiment besoin d'un groupe, il faut que je retrouve un groupe, quoi. Ce que tu dis là, on m'a posé la question avant-hier sur une petite interview et je disais, la question c'était comment on avait fait autant de petites boîtes dans la boîte. Et c'est que à chaque fois qu'on a mis du temps à réfléchir à développer quelque chose, par exemple, je parlais tout à l'heure du media buying, on a développé les compétences de media buying en interne, puisqu'on avait une activité de e-commerce, on a toujours. On s'est tellement buté sur ce sujet-là, on a tellement appris sur ce truc-là, qu'on en a créé un actif et on estime que vu qu'on n'est pas bête, on n'est pas plus bête que les autres personnes vont rencontrer la même problématique et on pourra leur permettre d'avoir un raccourci. Ouais. On a fait ça pour le CRM, on a fait ça pour le CPF, on a fait ça pour la monétique sur le e-commerce et en fait, on n'a jamais rien pensé. Ça vient pas d'une idée, en fait, ça vient d'une galère au départ. Et on apprend, on capitalise et vu qu'on est un petit peu des geeks et qu'on se passionne pour les sujets un peu chiants du moins. On se dit, vu que nous, les sujets chiants nous passionnent, on va permettre aux autres de prendre des raccourcis. Et ça me fait vraiment penser à ce que tu viens de me dire au niveau de l'intégration des masterminds pour des confrères, en fait. Exactement. Mais en fait, tu vois, Gérald, je voyais toutes tes boîtes et tout l'écosystème que tu avais, et je ne t'ai jamais posé la question d'où est-ce qu'elle venait. Et tu viens de le dire, ça vient d'une douleur. Vous avez pris le temps de développer pour vous-même. Et après, tu crées un actif. Et c'est vrai qu'à un moment donné, l'idée, c'est pas forcément de créer des nouveaux business, mais c'est de créer de nouveaux business en mettant un intégrateur, un bon DG par rapport à un actif qui a été créé pour la boîte. Ouais. Il y a une façon de se développer comme le fait Facebook, par exemple, c'est-à-dire racheter tous les trucs qui sont en train de popper à droite à gauche, les trucs qui sont en train de cartonner, et du coup, de faire de la croissance externe, de faire du rachat, ou alors, un peu comme Gmail pour Google, par exemple, ils l'ont développé en interne, ils en ont fait un truc qui est maintenant hyper utilisé et qui pourrait vivre tout seul sans appartenir à Google au final. Tu vois. Moi, je le vois comme ça, mais c'est ma façon de faire et c'est pas universel, mais en tout cas, ça nous a permis à nous d'accélérer. Ouais, j'adore ce côté-là, croissance externe. C'est simplement mettre beaucoup plus de clients dans la machine. Après, quand tu as un business model où mettre plus de clients dans la machine, tu peux pas parce que ça détruit le produit, entre guillemets. Donc, tu vois, c'est un peu particulier avec le mastermind. C'est d'avoir effectivement cette croissance, je sais pas comment on pourrait l'appeler, soit interne, soit parallèle, soit... Bon. Mais en tout cas, c'est certainement dans cette optique-là qu'on ira à terme. Est-ce que si admettons, tu pouvais maîtriser un sujet en un claquement de doigts, sans vraiment un claquement de doigts, on oublie le côté... temps d'apprentissage, douleur, etc. Et tu choisirais quelle thématique, tu choisirais quelle expertise? Écoute, je pense que ça serait l'investissement financier. Et pourquoi je te dis ça? C'est que je pense, ça c'est peut-être un truc que je t'ai jamais raconté, mais je pense qu'il y a deux énergies autour de l'argent. Tu as l'énergie de générer de l'argent et tu as l'énergie de gérer de l'argent. Et je pense que moi, l'énergie de générer, je suis très fort là-dedans, je sais faire, il n'y a pas de souci. Par contre, gérer, c'est pas ma passion du tout, tu vois. c'est pas mon truc. Et heureusement que j'ai ma chérie qui est là pour ça dans le couple. Mais si en un claquement de doigts, tu pouvais me télécharger, tu vois, l'expertise et le mindset et des investisseurs, des personnes qui savent faire fructifier l'argent, ce serait le truc qui résoudrait peut-être une douleur, tu vois, que j'ai. Est-ce que du coup, tu voudrais que ce soit en un claquement de doigts parce que c'est un sujet qui te gonfle tellement tu n'as pas envie d'y passer du temps, ou est-ce que c'est un truc, tu as besoin de le faire rapidement, tu as besoin de t'enlever cette douleur-là rapidement? Parce qu'il y a plusieurs façons de voir le claquement de doigts. Ouais, claquement de doigts. Non, c'est le premier sujet. Je sais que je dois le faire, mais quand on dit je dois, c'est juste que je sais que je perds des opportunités, si tu veux, par rapport à ça. Mais que j'ai pas l'énergie de le mettre en place. Donc, encore une fois, c'est trouver la bonne personne pour le faire. Ça peut être ça, le claquement de doigts. Ok. Je pense que ça doit se trouver. Ouais. Je pense que. Est-ce que. Si vous nous écoutez. Pardon, excuse-moi. Si vous nous écoutez. Ah oui, c'est ça, ouais. Appel à témoins. Voilà. Ouais. Tu vas avoir vachement de mecs qui vont vouloir te scammer, qui vont venir prendre tes sous. Candidater, on vous mettra un email particulier pour candidater pour la gestion de
la gestion de la trésorerie de Romain. Tout à l'heure, on parlait du film où le personnage peut reprendre sa journée en continu. Toi, s'il y avait un élément sur lequel tu pouvais revenir, soit pour le revivre, soit pour l'améliorer, est-ce que tu sais ce que c'est? Dans quel domaine? Ce que tu veux. Ce que je veux. T'es prêt à avoir un blanc sur ton podcast? Ah ouais, vas-y. Il paraît que c'est important en plus de laisser des petits... Non, sérieux? Okay. J'ai rien qui En fait, j'ai rien qui me vient comme ça. Il n'y a pas un truc où je me dis je regrette à fond et j'aurais voulu changer le truc. Parce que, en gros, la journée, pour moi, la journée se passe et elle se passe quand elle doit se passer. Évidemment, si j'en fais un élément d'apprentissage, et en fait, c'est ma philosophie, c'est que chaque moment un petit peu que j'aurais envie de changer, c'est juste un moment d'apprentissage et je sais que le lendemain, j'aurais appris, donc je l'aurais déjà changé. D'ailleurs, j'utilise une application qui est assez cool pour ça tous les jours, c'est dans ma routine, qui s'appelle 5 Minutes Journal. Et bon, c'est une application, le matin, tu partages tes gratitudes, tes 3 projets du jour, ce que tu veux vraiment mettre en place. Et puis le soir, tu as une question, c'est qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui que tu aurais voulu changer? Donc, si tu veux, j'ai cette même approche, mais journalière. Ce qui est finalement du feedback, c'est du propre feedback sur ce qui s'est passé dans ta journée. Et ça te permet d'améliorer le truc. Enfin, même si je sais pas si tu décides, moi je décide pas forcément de me dire tiens, ça s'est mal passé, je vais changer quelque chose. Mais juste déjà de porter à ta conscience qu'il y a un truc dans la journée qui aurait pu se passer différemment. Je pense que et surtout faire ça chaque jour, je pense que tu as gagné le truc. Et j'adore, enfin, il y a un truc, on a vachement de points de similitude sur justement, là, ce que tu expliques, ce pattern-là, c'est ce que tu appliques du coup aux journées de mastermind, tu l'expliquais tout à l'heure, et à toutes les échelles, et c'est un truc sur lequel moi je suis à fond aussi, d'appliquer toujours les mêmes patterns, quelles que soient les échelles, et ça me fait moins flipper en fait des ordres de grandeur des choses en fait, que ce soit l'argent, que ce soit le monde, que ce soit le stress, le risque, vu que c'est toujours les mêmes patterns, en fait, ça m'élude pas mal de stress en tout cas, et je vois tout à fait. Je le note et je vais, tu sais quoi, je vais essayer ton app là. Ouais. On t'a envoyé le journal par la poste, la version papier, donc tu pourras déjà le voir dans la version papier, mais c'est vrai que moi je l'utilise l'application, parce que j'ai toujours au moins le téléphone dans la poche et le journal j'ai pas toujours dans la poche. Parce que l'idée c'est de faire ça tous les jours, non, c'est pas de le louper un jour. Mais ce que tu partages là, sur ce côté structure, le fait que peu importe l'échelle, on retrouve les mêmes schémas. D'une part, c'est hyper rassurant. Moi, je trouve que tu vois, quand tu te sens en sécurité dans une structure, ça te permet d'être créatif, ça permet de faire les choses. Et surtout, je pense que les fractales, ça te parle. Tu vois, c'est finalement un motif à l'échelle d'une journée. En fait, tu retrouves cette même motif à la semaine. Donc, nous, on fait aussi, par exemple, du feedback avec les équipes chaque semaine. Tu l'as trimestriellement, annuellement, tous les 3 ans, tous les 25 ans. Et finalement, tu passes une échelle d'une vie comme ça. Et je pense que ce côté fractal, ce côté même schéma, mais à différentes échelles, c'est une bonne. Enfin, en tout cas, moi, c'est une philosophie qui me va bien. Ouais, ça évite de se sentir en confiance. Ça crée juste de la sécurité où on n'a pas besoin d'être en confiance, en fait. On est juste en sécurité. Et c'est OK. C'est un bon hack, je trouve, de faire ça. Si on a bien compris l'idée du feedback et de l'amélioration en continu, mais sinon, en dehors de ça, comment toi, tu progresses? Comment t'as commencé il y a un moment le business, tu fais des choses très avancées, mais du coup, comment on continue à progresser au bout d'un moment? Est-ce que tu sens un plafond de verre à un moment sur des choses que tu as lues, que tu relis, des trucs comme ça? Est-ce que tu as d'autres canaux d'amélioration? Comment tu gères ça? Là, je suis hyper curieux. Tu veux, ma première force, c'est d'être un apprenant. Donc, de base, j'apprends énormément. Je suis un peu drogué à ça. Si tu me laisses plein de choix différents, si je peux apprendre, c'est quelque chose que je vais faire en premier. Donc, de base, si tu veux, je collecte énormément d'informations. Et puis, une de mes deuxièmes forces, c'est de synthétiser cette information. Donc, de manière actuelle, je vais faire dans énormément de domaines de vie, sauf l'investissement financier, où bizarrement, j'ai pas l'envie, mais bon. Mais pourquoi je te dis ça, c'est que du coup, les livres à fond les livres, les podcasts à fond, le coaching aussi, le mentoring. Et toi, je te parlais tout à l'heure, on lance le podcast, et c'est bien de s'entourer pour apprendre les erreurs, mais pour moi, tu vois, travailler avec quelqu'un qui a 10 ans d'expérience là-dessus, c'est comme ça que si tu veux, d'être juste en contact et en rapport avec un expert, ça me permet en fait de voir des angles morts, de voir déjà de grossir la vision sur ce que ça peut être finalement ce projet-là.
Parce que des fois, tu as juste ta conception du monde et tu vois pas que finalement, ça peut faire un x10 parce que tu n'as pas eu la conversation. Et puis très clairement, finalement, mais les membres des programmes sont une source d'inspiration juste énorme. Des discussions qu'on peut avoir, des discussions qu'on peut avoir tous les deux. Enfin, tu vois, je me dis, là, je vais refléter sur la conversation qu'on a eue aujourd'hui, là. Et tu vois, je vais repenser à cette croissance interne, développement d'actifs pour pouvoir la revendre et créer une boîte à partir de ça, ou une croissance externe, comme tu l'expliquais avec Facebook. Tu vois, rien que ce concept-là, truc, bon, j'ai ça en tête, mais juste de pouvoir le remettre en lumière, je me dis, ah, ok, ça c'est vraiment 2 pistes pour développer le business, on va voir ce qu'on va faire. Donc, c'est surtout dans l'échange avec d'autres entrepreneurs qui permettent bien d'avancer. C'est très clair. Du coup, j'ai une dernière question que je m'étais notée. Après, on sera en roue libre. Mais du coup, comment tu vois l'évolution du business, de l'industrie de l'infobusiness? Est-ce que tu as vu des améliorations? Est-ce que tu vois que ça... Ou pas, d'ailleurs comment tu l'as vu évoluer et comment tu l'imagines dans le futur? C'est marrant parce que tu vois, quand je disais que j'ai commencé en 2008, des fois, je me dis, j'aimerais bien créer une petite bible, un bouquin, tu vois, sur tout ce qui s'est passé depuis 13 ans, parce que ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a des cycles. Donc, tu vois, il y a des choses qui viennent, qui repartent. Je te donne un exemple. Au démarrage, entre 2008 et peut-être 2013, pour faire croître son business, c'était du partenariat, quoi. C'était du lancement orchestré, du partenariat. Si tu n'avais pas les bons partenaires, en fait, tu pouvais pas avoir les mailing lists, toi, tu pouvais pas grossir. Après, tu as eu Facebook qui est arrivé, ou même AdWords, c'était encore avant. Tu as eu Media Buying, enfin, tu vois, ce genre de choses. Et si tu veux, en fonction de la hype, tu as des espèces de cycles comme ça pour l'acquisition client. Et je pense qu'en fait, pouvoir savoir dans quel cycle tu es, c'est assez intéressant pour ton business. Mais aussi, de manière globale, quand je disais qu'en 2008, on était un petit peu des pionniers, comme des chercheurs d'or qui débarquent, tu vois, en Amérique, bah, aujourd'hui, si tu veux, ça se professionnalise à mort, quoi. Donc, le côté un peu, je débarque en mode artisan, je te fais des promesses de type à l'américaine, marketing direct. Enfin, si tu veux, c'est du vu et du revu. Donc, il faut être un petit peu plus, j'ai envie de te dire, subtil dans son marketing. Et vraiment, moi, la clé, c'est vraiment la professionnalisation. Et c'est l'une de nos missions, tu vois, dans ce que l'on fait, c'est de se dire, et professionnalisation, c'est juste de se dire, je suis pas un artisan, je suis un chef d'entreprise. Et j'aborde mon business infoprenarial comme n'importe quelle grosse boîte ou au moins PME. Et juste d'avoir ce mindset-là, on fait les choses différemment. Et je pense vraiment que c'est comme ça que va se développer l'industrie. Et je pense aussi qu'il va y avoir des gros acteurs, en fait, qui vont arriver, qui vont un petit peu englober, si tu veux, les différents infopreneurs, enfin, tu vois, des espèces d'avoir, je dirais pas conglomérat, mais une utilisation, si tu veux, des ressources. Ça, c'est un truc qu'aujourd'hui, chaque infopreneur a sa propre ressource, a sa propre équipe, a sa propre personne qui achète du media buying, enfin, qui fait du media buying. Et je pense qu'il y a vraiment une espèce de mutualisation des ressources pour pouvoir aller plus vite et plus loin. Les youtubeurs les youtubeurs qui vivent que par l'argent de la pub, mais sont accompagnés par des structures comme ça, des boîtes comme Webedia, des agences comme ça. Et en effet, ouais, c'est vrai que la mutualisation des ressources, c'est un truc qu'on voit pas assez. Et j'espère, au contraire même, ça se dispute un petit peu les bons prestataires. Moi, ce que je remarque un peu, le bon profil, souvent, il est caché dans l'équipe. Ça se montre pas trop, alors que c'est faussement fraternel des fois. J'ai l'impression. Mais ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. S'il y avait la question ultime que j'ai oublié de te poser, ça serait quoi? Qu'est-ce qu'il aurait fallu que je te pose pendant cet épisode? Comment je fais pour être aussi bien rasé? Ouais, alors vas-y, explique-nous. C'est toi, tu vois? Non, d'accord. Ouais, il n'y a pas. J'ai pas, Gérald. C'est pas grave. Est-ce que du coup, tu peux nous expliquer un petit peu comment on peut suivre les expériences, enfin la vie des différents masterminds, et si jamais les gens qui nous écoutent veulent postuler, comment ça fonctionne, et quand est-ce que ça se fait surtout? J'imagine que c'est pas en continu. Ouais. Bon, le plus simple, c'est d'aller sur le site web romaincollignon.com, Collignon avec 2 L. Et c'est vrai qu'à partir de là, on décrit l'ensemble des programmes, des échéances, parce qu'on fait
on fait ça sur candidature et on monte des promotions pour les groupes. Et puis sur le site, on a aussi tout un tas de contenu qui est à disposition, qui est là gratuitement, juste pour découvrir peut-être l'univers et puis aussi pour en apprendre. Ok, bah, c'est top. Merci beaucoup Romain pour cette heure passée ensemble. C'était top. Je suis vraiment content de t'avoir eu sur le podcast. C'était ultra important pour moi. Donc c'est vraiment top. C'est cool. Je te remercie Gérald pour l'invitation. Bon, et je te dis à bientôt et puis à bientôt tout le monde d'ailleurs. Et pensez, et je l'ai jamais fait. On a beaucoup de vues, mais on a très peu d'engagement. Pensez un peu à liker, à commenter là. Je l'ai jamais dit, j'ai jamais demandé, mais on en a besoin parce qu'au final, on a des invités qui valent vraiment le coup et c'est une bonne façon de les remercier, je pense. Merci Romain, à bientôt. Salut Gérald.